Bonjour à tous. Bienvenue dans notre atelier consacré à la stratégie de résilience face aux risques cyber. Nous interviendrons à trois. Je suis Florence Picard, ensuite Brigitte Dubu prendra la parole, puis Hélène Dufour. Pendant nos interventions, je vous invite à poser vos questions dans le chat, dans la partie conversation. Nous y répondrons à la fin. Le risque cyber est un risque technologique, mais qui passe par l'humain. L'humain est toujours à l'origine des sinistres, soit par malveillance, soit par erreur. Et les informaticiens ne sont pas forcément les humains les plus contributifs au risque. Chaque collaborateur d'une entreprise est acteur pour éviter, prévenir, anticiper le risque. Et chaque maille métier est bien placée pour analyser le risque pour son métier. La résilience passe donc par un pilotage, par l'analyse du risque. Comme les professionnels de l'analyse du risque sont les assureurs et leurs actuaires, nous aborderons donc le sujet de la stratégie de résilience face au risque cyber en prenant l'exemple d'une entreprise d'assurance. Nous aborderons le point de vue de l'assureur en tant qu'entreprise, une entreprise qui cherche à opposer la meilleure résilience au risque cyber et en particulier à se protéger d'un risque extrême qui mettrait en danger sa survie. C'est un angle de vision différent de celui de l'assureur, qui peut être la même entreprise. Si notre assureur qu'on prend en exemple, il offre des garanties cyber à ses clients. Ce sont deux angles de vision différents. L'assureur cherche à mutualiser les risques de ses clients en les additionnant habilement. L'entreprise, et dans l'occurrence, dans l'exemple que nous avons pris, la société d'assurance, quand elle regarde son risque opérationnel, elle cherche à évaluer quel est le risque acceptable pour elle et au travers de l'ORSA, les acteurs doivent en tenir compte et sont acteurs tout à fait privilégiés de cette action. Slide suivant. Le risque cyber est, vous le savez, devenu depuis 2-3 ans le risque numéro 1 dans la classification de la FFA. C'est une préoccupation croissante des conseils d'administration. La menace augmente, les dispositifs de prévention, de prévention et de protection sont de plus en plus coûteux. Et on sait que le risque est avéré pour les sociétés d'assurance, puisque de grandes sociétés d'assurance françaises, en France et à l'étranger, ont été touchées. C'est pourquoi nous aborderons d'abord le rôle des dirigeants et de l'actuaire CRO et les priorités également, qui sont des priorités définies par l'ASR, puis la CPR. Puis nous décrirons le risque, sa prévention, son évaluation et la stratégie de résilience. Slide suivant. C'est dans l'autre sens, voilà. Brigitte. Voilà, donc le risque cyber, on s'est intéressé à la façon dont l'entreprise communiquait à travers les rapports publics et bien évidemment, dans les rapports non publics comme l'ORSA, clairement, c'est le rapport dans lequel l'actuaire doit communiquer et évaluer le risque cyber comme un des risques que l'entreprise encourt. Dans les rapports SFCR, qui sont les rapports de solvabilité, c'est moins un rapport sur le risque, mais néanmoins, il y a le prisme coût du capital et dans la plupart des rapports, il y a un chapitre sur les risques où sont cités les risques les plus importants et où, je dirais, les actuaires, généralement, ce sont eux les rédacteurs de ces rapports, peuvent faire des commentaires sur les risques. Et donc, on s'est intéressé à la communication des entreprises en regardant les rapports 2019 et 2020. Sur les rapports 2019, très peu de rapports évoquaient le risque cyber, vraiment très peu. Certains, je ne parlais que de stress sans conclure, en évoquant juste le sujet très brièvement. On note en 2020 une vraie montée en puissance, puisque beaucoup de rapports font un chapitre dédié au risque cyber. Néanmoins, il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles le risque n'est absolument pas cité, et même dans la liste des risques les plus importants, le risque cyber n'est pas cité, ce qui montre en fait le problème qu'ont les rédacteurs à communiquer sur ce risque en tant
entreprise, le risque que porte l'entreprise. Généralement, dans ces rapports, on parle de scénarios plausibles et le besoin de se renforcer la gouvernance et les outils pour refléter la menace croissante. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que, j'irai face à l'appréhension des dirigeants qui mettent ce risque en premier, la communication qui est faite au public est assez light, et donc il sera intéressant d'analyser les rapports de 2021 pour cela. Donc, je reste sur le slide suivant, je ne le vois pas. Oui. Donc, on s'est intéressé, donc ça, c'est ce que communiquent les entreprises. On s'est aussi intéressé à la communication faite par la CPR sur ce sujet. La CPR se penche sur le risque cyber et sur le risque IT depuis de plusieurs années. Il y a des enquêtes annuelles qui sont faites, et lors des contrôles IT qui sont le plus souvent réalisés maintenant, la CPR aussi examine ce risque, et il le fait dans une troisième voie lorsque l'entreprise choisit le modèle interne total, le full modèle interne, dans le cadre de la certification. Cette année, la CPR a choisi d'en faire un chapitre dans son rapport qui vient juste de paraître le 28 mai. Les agendas tombent bien. Et donc, la CPR a émis ce qu'on peut considérer être des recommandations, un certain nombre de points dans son rapport. Et donc, elle illustre les enjeux de la résilience directement. Et donc là, on est vraiment au cœur de la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Et elle rappelle donc ses attentes en matière d'implication des organes de direction, donc et bien évidemment la gouvernance passe par une direction des décideurs très, très impliqués dans ce sujet sur la sécurité des systèmes d'information et les décisions qui doivent être prises pour soutenir la stratégie globale de l'entreprise, qui est bien évidemment de plus en plus orientée vers la digitalisation de ses opérations. La CPR considère que les organes de direction doivent également promouvoir la politique de sécurité des systèmes d'information et prendre les dispositions nécessaires afin d'en assurer la mise en œuvre, notamment en termes de moyens humains et techniques. Et donc là, je me suis permis de lire, c'est le texte extrait du rapport directement. La CPR prône aussi évidemment une forte collaboration IT-métier. C'est souvent le RSSI qui prend le sujet. Néanmoins, comme le disait Florence en introduction, le risque est porté par les individus et par les attaques, je dirais, de plus en plus malignes et bien organisées. Et c'est très dur de déjouer bien souvent ces attaques. Et il faut bien la sensibilisation de tous, l'entraînement, la formation, mais l'entraînement aussi, parce qu'on est souvent, les hackers sont souvent des gens très intelligents qui vous mettent en situation de stress, et dans une situation de stress, vous perdez souvent vos réflexes, et donc l'entraînement est primordial. Le PCA est évidemment au cœur de la gouvernance et des outils d'atténuation de risque. La CPR d'ailleurs note dans son rapport que nombre d'organismes d'assurance ont dû activer leur plan d'activité du fait de la cybersécurité. Et bien évidemment, la CPR parle de scénarios de crise qui soient réalistes pour pouvoir évidemment stresser et se tester. La CPR note, et c'est intéressant de le faire, que justement l'expérience acquise en 2020, puisque le Covid a obligé bon nombre d'entreprises à se digitaliser encore un peu plus, et le télétravail a bien évidemment été une source d'accélération du risque cyber. Et donc, la CPR considère que cette année 2020 un peu particulière doit être l'occasion de mettre en œuvre des processus de contournement en cas de crise cyber, observer la pertinence et la robustesse des outils qui ont été mis en œuvre par l'entreprise, et bien évidemment vérifier la crédibilité des scénarios de poursuite d'activité, que ce soit le PCI ou le PCA.
Voilà, donc un enjeu très, très fort souligné par la CPR. Et voilà, je pense que c'était une bonne façon d'introduire encore un peu plus notre sujet de résilience de ce jour. Merci Brigitte. Voilà. Donc, quelques mots effectivement pour illustrer ce risque des sources de menaces auxquelles les entreprises font face. Alors, elles sont plus nombreuses que celles qu'on a citées, mais pour les entreprises d'une certaine taille ou de taille intermédiaire, on a des menaces qui sont assez circonscrites. Donc, on a les sources que sont les collaborateurs, bien sûr, hein, puisque l'exfiltration de données, par exemple, peut passer malheureusement par le biais de collaborateurs. On a des menaces de fraudeurs, des menaces opportunistes de fraudeurs, mais aussi celles plus redoutables du crime organisé, hein, qui se spécialisent dans le cyber, hein, le cyber devenant un business. Hein, on parle de ransomware as a service, hein, comme on parlerait de software as a service. Donc, ce sont les deux sources un peu importantes. Et puis après, il y a des sources peut-être un peu plus marginales pour les activités d'assurance que sont les activistes, l'État-nation et le terrorisme, qui vont effectivement viser des objectifs soit de sabotage ou de destruction, soit d'atteinte à la réputation des entreprises. Et donc, les objectifs, c'est le vol de données. Les objectifs de ces sources de menaces, c'est le vol de données ou la destruction de données, le sabotage et le blocage de l'accès aux ressources informatiques, les rançons et l'atteinte à la réputation. Et on voit qu'en effet, pour les analyses de scénarios, les deux sujets emblématiques restent l'exfiltration massive de données et l'interruption prolongée d'activité. Hein. Quand on parle aujourd'hui de ransomware, on ne parle plus, comme dans le passé, de quelques jours d'interruption, mais de quelques semaines. Et ça change un peu la donne en matière d'analyse de scénarios. Alors, peut-être quelques mots de ce qu'est la cyber-résilience, hein, dans le périmètre de la cybersécurité. On est en effet dans la cybersécurité, je dirais, dans une analyse des causes et une recherche de prévention et de protection des dispositifs, des assets, pardon, de l'entreprise. Et puis, on va vers la prédiction, la détection et le contrôle. Et en fait, la cyber-résilience, c'est vraiment la partie qui concerne la réponse et la récupération en cas de crise. Effectivement, dans les années passées, on pouvait encore se dire qu'on était protégé, qu'on était capable de mettre en place des dispositifs suffisamment robustes pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas être traversés. Aujourd'hui, plus aucune entreprise de se dire qu'elle est complètement étanche par rapport à des attaques cyber, pour une simple et bonne raison, c'est que même les spécialistes de l'informatique se font attaquer, et donc il devient crucial de réfléchir aux dispositifs de réponse et de récupération, et c'est l'objet de la cyber-résilience dont nous allons parler maintenant. Dont nous parlons depuis le début de la réunion. Le rôle des parties prenantes par rapport à ça, donc effectivement, l'idée, c'est de mobiliser l'entreprise au-delà des fonctions dédiées à la sécurité du SI ou au système d'information. Donc, on a effectivement le RSSI qui va analyser la maturité des dispositifs de sécurité opérationnelle et identifier des scénarios opérationnels de risque pour pouvoir s'assurer que les dispositifs en place sont capables de répondre et de protéger l'entreprise. On a la DSI qui va définir les besoins de sécurité des actifs informatiques, notamment des infrastructures, des logiciels, etc., et mettre en œuvre ces dispositifs de sécurité au niveau technique, hein, mettre en place les outils, les logiciels de détection, etc., et définir les dispositifs de réponse aux événements de risque cyber. Et ensuite, on a le rôle à la fois de la direction des risques et des métiers dans ces activités. La direction des risques va identifier les scénarios stratégiques de risque cyber par opposition aux scénarios opérationnels. Donc là, on va être plus dans une logique top-down.
La direction des risques va pouvoir coordonner les études d'impact métier de scénarios de crise cyber, parce qu'effectivement, il faut faire le lien avec les métiers. Et pour faire ce lien, il est intéressant pour la direction des risques, justement, d'être en mesure de quantifier ces risques cyber, donc de mesurer, de faire des études d'impact. Donc, on n'est pas dans une logique d'analyse statistique comme on quantifie le risque assurantiel, mais plus dans une logique d'études d'impact, mais d'études d'impact sur des scénarios, par exemple, d'interruption d'activité, comme je le disais tout à l'heure, un petit peu long. Ensuite, la direction des risques va définir la tolérance et l'appétence au risque et challenger les premières lignes de défense, donc les métiers, dans leur appréhension du risque. Enfin, elle va coordonner et organiser la veille sur le risque. Quant aux métiers, eh bien, il faut qu'ils définissent leurs besoins en matière de continuité d'activité des opérations et puis qu'ils puissent se projeter dans des analyses d'impact métier, donc de scénarios d'interruption d'activité notamment prolongés, pour pouvoir en déduire des stratégies de réponse au niveau métier et de contournement au niveau métier, et qui vont elles-mêmes enrichir l'analyse de risque. Brigitte, sur l'ORSA. Oui, sur l'ORSA. Donc, l'ORSA, c'est vraiment le rapport qui permet, je dirais, de faire la synthèse de l'appréhension de l'entreprise de ses propres risques et qui va être challengé, bien évidemment, par la CPR qui, elle aussi, a la vision des risques de l'entreprise. Et donc, dans ce cadre-là, l'actuaire devra, je dirais, commenter, en fait, les choix de scénarios, les choix de stress test pour justifier qu'ils soient réalistes. Et comme c'est lui qui a la vision globale, il pourra challenger les métiers et dire dans son rapport en quoi les scénarios choisis sont réalistes, que les études d'impact nécessitent ou ne nécessitent pas un capital supplémentaire, hein, parce que c'est bien le risque, le but de l'ORSA, hein, c'est de voir si le capital immobilisé est bien suffisant du fait des risques. Donc, c'est ce rapport-là qui va être au cœur de la discussion et du challenge avec le superviseur. Et puis aussi, je dirais, dans la communication, l'autre intérêt de l'ORSA, c'est la communication par rapport au conseil d'administration, au comité d'audit, donc à des dirigeants non opérationnels qui sont là aussi pour veiller. Et Florence et moi avons la chance et le plaisir et la responsabilité d'un rôle d'administrateur. Et c'est évidemment au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. En effet, donc effectivement, pour lutter efficacement contre le risque cyber, le premier facteur clé de succès, c'est l'implication forte et continue des dirigeants pour une amélioration continue, parce que ça bouge tout le temps, des dispositifs techniques, des organisations et des formations, informations au niveau des humains, des collaborateurs. Donc, plus le risque est envisagé en amont, plus la prévention sera efficace. Il s'agit d'adopter une logique by design du développement du numérique et de l'organisation des chaînes de traitement. Un balayage des impacts des différents facteurs des risques, englobant les aspects juridiques et d'image, avec des indicateurs, avec une veille et un budget adapté. Et puis, bien sûr, une remontée précise au conseil d'administration qui est absolument essentielle au succès. Slide suivant. Très bien. Alors, si on rentre un petit peu dans l'analyse du risque, dans l'évaluation du risque, il est intéressant de s'intéresser aux facteurs discriminants de l'exposition au risque. Parce que finalement, on voit que l'investissement dans la sécurité du système d'information, c'est un investissement lourd et que le rôle de la direction des risques, justement, c'est d'aider à prioriser cet investissement en fonction des enjeux. Donc, les facteurs de risque à prendre en compte, donc qui déterminent l'exposition, c'est bien sûr la digitalisation des métiers. Ça peut être la dépendance par rapport au système informatique de l'entreprise, du réseau de distribution. Si vous avez une distribution fortement assurée par des courtiers à l'extérieur du système d'information de l'entreprise, eh bien, le business peut continuer même si
elle est victime d'un ransomware, et donc ça, c'est un facteur à prendre en compte. On a la durée des cycles commerciaux. Plus les cycles sont courts, plus on est exposé. Hein. Si vous avez fait de la souscription en ligne de contrats d'assurance santé, par exemple, forcément, quand ça s'arrête, le business s'arrête, et donc on a des impacts plus importants. On a également à prendre en compte le taux de rétention des clients. Si vous avez une activité où l'essentiel du chiffre d'affaires se renouvelle chaque année et on a un faible taux d'attrition, vous allez être moins exposé à des risques justement d'attrition en cas de préjudice, par exemple sur l'exfiltration massive de données. On a ensuite le volume et la sensibilité des données à caractère personnel et bien sûr les contraintes de délai contractuels ou réglementaires qui sont importants à prendre en compte. Du coup, l'étude d'impact, elle va être alignée par rapport à ces problématiques d'exposition, à cet aspect exposition, et elle va concerner la perte de chiffre d'affaires potentiel, donc sur les affaires nouvelles. Hein, on va partir du principe qu'une partie des activités commerciales va devoir s'interrompre pendant une période prolongée. Hein. On parle de 4 à 8 semaines d'interruption complète d'activité en cas de ransomware de grande ampleur. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSSI. Donc, bien évidemment qu'on est sur un risque d'interruption d'activité assez critique. Ensuite, on va prendre en compte donc l'augmentation de l'attrition client, hein, qui va effectivement potentiellement subir un préjudice, notamment en cas d'exfiltration de données et aussi par rapport à l'arrêt du service. Si on n'est plus en capacité à régler les sinistres, ça va poser problème pour les clients. On va avoir l'indemnisation des clients et des parties prenantes, donc due au non-respect de contraintes contractuelles ou réglementaires. Des sanctions, hein, parce qu'évidemment, la responsabilité des dirigeants peut être mise en cause si vous êtes victime d'une attaque, mais que le système d'information est conforme aux meilleurs standards en termes de sécurité, le risque de sanction se réduit. Mais si on peut mettre en évidence des manquements en termes de protection des données, évidemment qu'il va y avoir des sanctions potentiellement de la CNIL. Et puis, on peut avoir des sanctions aussi pour non-respect de contraintes réglementaires. On va avoir le coût de rattrapage, ce qu'on appelle un peu la force de travail variable. On ne va pas prendre en compte le fait qu'on paye les clients, les salariés pendant la période d'interruption d'activité, mais prendre en compte le besoin de faire appel soit à du travail temporaire, à des ressources supplémentaires, à des consultants ou à de l'intérim pour pouvoir rattraper donc, tout le travail qui aura été laissé de côté. Et enfin, la communication de crise sera très importante. Elle fait partie des mesures de rattrapage aussi. Hein. C'est mettre en place une communication adaptée aux différents clients et des réponses aussi métiers adaptées. Ça va être important. Et il y a dans les coûts de rétablissement toute la partie des restaurations des données qui peut être très coûteuse. Tout ça devra faire l'objet d'une analyse et d'une quantification justement pour pouvoir mesurer les enjeux relatifs des différents, dans les métiers de l'impact d'un scénario. Voici un exemple là sur le slide, un exemple de représentation possible de l'évaluation des risques en probabilité. En probabilité, c'est la distance du centre au cercle. Et en impact, c'est la taille des pastilles. Plus on se rapproche du centre, plus la probabilité de survenance est jugée forte. Plus le diamètre de la pastille qui représente le risque est grosse, plus l'impact est élevé. Brigitte. Ah, pardon. Donc, en termes d'évaluation, donc le besoin de marge à immobiliser, plusieurs options sont possibles. La première, c'est la formule standard. Et puis, la deuxième, c'est le modèle interne, partiel ou total. Dans le cadre de la formule standard, le calcul en fait est intégré au module du coût du capital relatif au risque opérationnel. Le risque cyber n'est pas isolé. Et donc, je dirais, la formule est fermée, elle dépend des primes, des provisions ou même des frais de gestion dans le cadre des contrats en unité de compte.
Bien évidemment, dans le cadre de la formule standard, la partie cyber sera challengée en fonction du profil de l'entreprise dans le cadre de l'ORSA. Donc, comme le disait Hélène, clairement, les sociétés qui sont toutes digitalisées ou qui ont un fort portefeuille santé, on voit bien que la santé, les données de santé sont très prisées par les hackers, donc on peut se dire que peut-être cette activité est plus exposée que d'autres. Donc tous ces commentaires, en fait, c'est bien dans le cadre de l'ORSA qu'ils devront être faits avec les stress tests. Donc dans tous les cas, c'est l'ORSA qui devra jouer ce rôle. Dans le cas du modèle interne, en fait, l'actuaire devra faire un calcul en charge propre au risque cyber à un niveau unitaire, et il sera basé sur une quantification de scénarios, comme l'a dit Hélène, des scénarios réalistes, comme le veut la CPR. Et évidemment, il y aura des matrices de corrélation avec d'autres risques. Voilà pour l'évaluation du risque cyber dans le cadre seulement de SIP2. Alors justement, si on parle de quantification de scénarios dans le cas notamment d'un modèle interne ou sous forme de stress testing pour l'ORSA, donc effectivement, là, on ne dispose pas de données statistiques et on est sur un niveau donc, de l'entreprise pour elle-même. Enfin, on peut avoir des statistiques, mais qui sont forcément insuffisantes pour pouvoir mesurer l'impact d'un scénario de grande ampleur. Et du coup, on va procéder à dire d'experts. Donc, on va estimer une probabilité de survenance à dire d'experts ou à partir de références statistiques externes qui seront corrigées de l'efficacité des dispositifs de maîtrise des risques internes. Donc, on va estimer une fréquence, enfin une probabilité unique que l'on va convertir en distribution de fréquences en convertissant cette estimation de probabilité en le paramètre de la distribution de fréquences. Et pour la sévérité, on va procéder de même. Donc, on va faire cette étude d'impact dont on parlait. Donc, on va estimer chaque type d'impact sur 2 niveaux. Le niveau le plus probable et le niveau extrême en cas de survenance d'un scénario toujours critique, ce qui va permettre d'estimer les paramètres d'une distribution de sévérité. Et donc, à partir d'une loi que l'on va choisir, alors effectivement, on peut choisir une loi log normale ou des lois à queue plus épaisse, mais en tout cas, on va combiner cette distribution de fréquence et la distribution de sévérité à partir donc d'une méthode de Monte-Carlo pour en déduire la distribution de perte globale, dont le quantile à 99,5% peut être considéré comme le coût du risque. En tout cas, c'est le cas dans les modèles internes pour Solva 2. Dans les anciens modèles internes pour BAL 2, c'était 99,9% le quantile. Et donc, ça nous permet de calculer une charge en capital en stand-alone. Et ensuite, on va, en effet, comme disait Brigitte, à partir de matrices de corrélation, pouvoir calculer l'effet de diversification et donc la charge en capital globale pour tous les risques. Donc, d'abord pour les risques opérationnels, donc on va regrouper le cyber dans les risques IT. Les risques IT eux-mêmes vont être corrélés à partir de matrices de corrélation par rapport aux autres types de risques opérationnels. Et tout ça va permettre de calculer une charge en capital au niveau agrégé. Voilà. Alors, vous allez me dire, effectivement, finalement, on parle de quantification des risques, mais la résilience dans tout ça, à quoi sert la quantification du risque dans la stratégie de résilience? En fait, on s'aperçoit que l'analyse d'impact d'un scénario de risque doit prendre en compte la stratégie de résilience au niveau métier et au niveau IT. Pourquoi? Parce que quand on quantifie, par exemple, si on quantifie un scénario de ransomware, donc d'interruption d'activité très longue, il est clair que on ne peut pas le quantifier sans savoir quelle stratégie on met en œuvre, quelle stratégie de réponse, quelles sont les solutions de contournement, par exemple, possibles. Et donc, on va faire une première étude d'impact, on va prendre en compte la stratégie de résilience, on va adapter l'étude d'impact et puis on va être amené à adapter la stratégie de résilience en fonction d'une compréhension des enjeux financiers du scénario. Parce que parfois, ça n'est pas intuitif pour les métiers
de comprendre quels sont les enjeux du scénario. Vous avez des métiers, par exemple, j'ai vu dans le passé, des métiers qui disaient finalement, si on a une interruption d'activité sur les placements pendant un mois, si on a un impact sur les placements pendant un mois, on va perdre le montant global, l'enjeu c'est le montant global et non pas le rendement sur les opérations. Et donc il y a des confusions qui sont faites et c'est pour ça que c'est important de pouvoir accompagner les métiers dans ces études d'impact pour pouvoir leur faire prendre conscience de ce qui se passe et aussi de comparer entre les métiers pour vraiment affiner la stratégie de résilience. C'est le sens, par exemple, des actions de la CPR dans le groupe de place robustesse pour les banques et les OIV, qui vise à essayer de se dire, si on est dans un événement de grande ampleur, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce que, par exemple, la Banque de France prend le relais d'une banque qui serait attaquée par un ransomware pour assurer la continuité de la liquidité. Et il y a plein d'approches métiers. C'est aussi le bon sens, hein, c'est le bon sens du métier, c'est la compréhension intime du métier qui va permettre vraiment d'avoir une réponse affinée. Et ce qui va être différenciant demain entre les entreprises, ça n'est pas leur capacité d'éviter les risques, c'est plutôt leur capacité de se remettre sans trop de dommages d'événements qui peuvent leur arriver. C'est valable pour les entreprises d'assurance elles-mêmes, mais c'est aussi et surtout valable par rapport à leurs prestataires et leurs fournisseurs, parce que effectivement, on se rend compte que l'analyse de la dépendance par l'IT, c'est une chose, mais on est aussi très dépendant et de plus en plus dépendant de prestataires, notamment sur le cloud. Et il faut comprendre cette dépendance et mettre en place ces stratégies de résilience adaptée. Donc, finalement, l'analyse d'impact, c'est une partie importante d'un tout qui est la capacité, la construction d'une stratégie de réponse à des événements cyber. Ce lien, cette vulnérabilité aux prestataires que tu soulignes, on en a eu encore un exemple dans la presse ce matin avec Volkswagen qui a une fuite de données personnelles via un prestataire, et la fuite étant latente depuis un an. Et effectivement, c'est une dimension extrêmement importante, c'est-à-dire c'est l'entreprise et tous ceux avec lesquels elle communique et auxquels elle donne des données et qui présentent des vulnérabilités. Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous en avez sur ce sujet tout à fait passionnant. Alors, en conclusion, je dirais que là, si on base l'analyse des risques à la maille métier et sur l'étude d'impact, la stratégie de résilience, elle nécessite donc une implication forte et continue des métiers dans l'identification des risques cyber, dans leur évaluation et donc dans leur prévention. Et de façon concrète, j'allais dire sur le terrain, entre deux manières de faire, entre deux process, et en tenant compte bien sûr de tous les autres paramètres de décision, le métier prendra en compte ce risque, doit prendre en compte le risque cyber, et notamment le risque majeur dont on vient de parler, qui est l'arrêt d'activité, et il choisira en fonction de tous ces paramètres, mais en prenant avec tout son poids le risque impliqué par le cyber, il choisira le process qui est le plus résilient et en tenant compte de ce risque cyber. Je pense que c'est une chose assez importante à laquelle on a peut-être été un petit peu habitué avec le RGPD et la sensibilité qui a été apportée au niveau des données personnelles, et où il y a eu cette notion de by design. En fait, il faut l'adopter également, et c'est absolument crucial, et en fait avec des enjeux bien plus importants.
avec le risque cyber. Donc, ayant la charge de communiquer au public et aux régulateurs une information sincère au plus près des enjeux, la direction des risques et les actuaires qui travaillent, qui exercent, ils ont donc un rôle absolument important à jouer pour impulser, sensibiliser, impulser ce mouvement et accompagner cette implication des métiers. D'une certaine manière, la CPR les y poussera sûrement. Pour le moment, on attend, mais on voit que les messages, les cartes postales, si j'ose dire, que nous envoie la CPR sont assez claires. Donc, concernant le conseil d'administration, donc, il incombe à l'actuaire CRO de partager ces enjeux avec le conseil d'administration, de veiller également au ratio budgétaire d'investissement contre le risque. Ce sont des éléments importants. Et parce que pourquoi c'est important? Parce que c'est important pour l'entreprise et puis c'est le bon niveau pour taper, pour sensibiliser, puisque la responsabilité des administrateurs, elle est engagée sur ce point. Et donc, l'actuaire CRO, il sera là également pour adapter, pour tenir compte de tous ces éléments dans le transfert de risque à l'assurance. Quelle est la part de l'assurance, du risque d'entreprise qui peut être acceptée par cette entreprise d'assurance? Quelle est celle qu'il n'est pas raisonnable de conserver, qu'il faut transférer? Donc, contribuer à la sensibilisation, contribuer à la formation des métiers, notamment pour élaborer le plan de continuité et de reprise d'activité. Voilà un nouveau rôle important dont doit s'emparer l'actuaire avec des enjeux qui sont tout à fait importants. Alors, bien sûr, concernant les sociétés d'assurance qui couvrent des risques cyber pour leurs propres clients, un pont doit être établi entre les deux métiers concernés, l'actuaire ORSA ou actuaire modèle interne d'un côté, l'actuaire produit cyber de l'autre, parce qu'il s'agit bien sûr de deux visions différentes. Dans un cas, un angle d'analyse individuel, de l'autre, la mutualisation de risques additionnés. Ce sont deux angles de vision, mais derrière tout ça, il n'y a qu'une seule et même réalité de l'état du monde, cyber. Nous voilà arrivés à la fin de notre intervention et je vois que nous avons des questions. Alors, question sur le design des scénarios IT. Les acteurs victimes d'attaques cyber communiquent souvent très peu sur les détails. Existe-t-il des rapports quantitatifs sur les impacts d'attaque, temps standard de remise en état des systèmes, SI, etc., qui servent pour la quantification des coûts indirects liés à l'indisponibilité du système? Ou le dire d'experts du RSSI, DSI, est-il la seule option viable? Les deux, mon capitaine. Je donne la parole à Hélène. Oui, alors, il y a des études d'impact plutôt sur l'exfiltration de données, c'est-à-dire qu'il y a eu des analyses comme sur le Ponemon Institute en partenariat avec IBM ou Verizon qui donnent des éléments d'impact et des éléments d'impact sur l'exfiltration. Il n'y a pas, ou pour ainsi dire, pas d'études d'impact sur l'interruption d'activité parce que effectivement les entreprises communiquent de manière communiquent peu finalement sur leurs impacts. On peut avoir aussi des éléments sur les rançons qui ont pu être payés, mais les entreprises communiquent relativement peu et donc les informations qu'on peut avoir en termes d'études d'impact sont très parcellaires. Par contre, de toute façon, l'étude d'impact, elle est spécifique à chaque métier. Je pense que c'est plus l'affaire des métiers que du RSSI ou de la sécurité du SI que de déterminer l'étude d'impact parce que le gros des impacts, ça reste les pertes d'exploitation, ça reste l'indemnisation client, ça reste l'attrition
Et en effet, bon, il y a une partie, hein, les études forensiques au niveau de la DSI, les coûts de sauvegarde et de restauration de données, les coûts de remise, de restauration, enfin, de remasterisation des postes et de restauration des serveurs, bien sûr, mais c'est une partie limitée des impacts. Je pense qu'il faut retenir quand même que les impacts essentiels sont des impacts métiers. Et donc, pour ces impacts métiers d'une interruption d'activité prolongée, on n'a pas vraiment de statistiques probantes. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse spécifique à l'entreprise. Merci Hélène. Une autre question, est-ce que la part du budget informatique consacré à la sécurité est un indicateur de résilience? À quel niveau? Donc là, je prends bien la question, si vous voulez. Dans la table ronde qu'il y a eu ce matin dans l'événement Cap Actuaria, est intervenu Régis Delaya, qu'on connaît bien dans nos groupes Big Data et Blockchain, puisqu'il a été le directeur informatique de SCORE. Et il nous disait que habituellement, jusqu'à maintenant, on considérait qu'un standard était de l'ordre de 5%, mais pour lui maintenant, ça paraît totalement insuffisant et il parlait de plus de 10%. Alors, nous avons... Pardon, oui. Si je peux me permettre juste une remarque par rapport à ça. Hélène, oui. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse à partir du moment où on est sur des activités plutôt on-premise, sur une informatique un peu plutôt on-premise. Quand on est sur du full cloud, on a quand même délégué la sécurité aux prestataires et on peut être amené à corriger ce chiffre. Donc, ça dépend quand même éventuellement un petit peu du profil de risque. Mais oui, c'est vrai que le budget sécurité est insuffisant. Enfin, il faut qu'il augmente. Pardon. Ensuite, mais non, c'est très, très juste. Dans les facteurs techniques, on pose une question, est-ce que le fait de mettre les données dans le cloud est en soi un facteur de résilience? Alors ça, c'est un sujet qui fait débat, puisque l'intérêt d'être dans le cloud, c'est effectivement d'avoir une sécurité d'une qualité que chaque entreprise ne peut pas se construire. Les moyens qu'ont les grands mastodontes qui font le cloud sont supérieurs à ceux des entreprises. Donc là, il y a à ce niveau une très, très, très haute sécurité technologique. L'inconvénient, c'est la centralisation dans les mains, ce sont des risques éventuellement aussi de souveraineté, etc. Et puis, c'est l'absence de répartition des risques, quoi qu'on en dise. Alors, on a une autre question. Est-ce que, je ne sais pas, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non. Une toute petite chose. Oui. Une petite chose, c'est que effectivement, le fait d'être sur le cloud, ça diversifie quand même un petit peu le risque. Mais c'est pas parce qu'on a délégué à des prestataires cloud une partie de l'informatique ou des solutions qu'il ne faut pas se préoccuper du fait que les dispositifs de sécurisation des données, de backup et de restauration des données sont suffisamment robustes. Et en matière de backup et de restauration des données, il est absolument nécessaire d'avoir au moins 2 sources, y compris des sources cloud. Donc, par exemple, un éditeur SaaS qui héberge vos données de souscription, par exemple, et s'assurer que vous avez un deuxième backup dans un autre environnement qui peut être toujours du cloud, mais on ne peut pas se dire l'informatique, enfin, j'ai délégué à mon prestataire et je suis tranquille. Ça n'est plus possible de se dire ça aujourd'hui. Vous êtes responsable de la sécurité de vos données, donc il faut prendre des mesures de ce point de vue-là. Alors, nous avons 1 minute. Une autre question, comment inscrire une organisation de résilience cyber dans les différentes lignes de défense? Donc, en très résumé, Hélène. Oui, alors, on a évidemment les 3 lignes de défense, donc le métier, le contrôle interne et l'audit. Donc, le métier est incarné par le métier plus le RSSI. On a le contrôle interne et puis on a l'audit. Alors, la résilience, par rapport à ça, il est clair que le métier doit faire ses analyses
et mettre en place des stratégies métiers de réponse à des incidents. Et sans doute, le contrôle interne doit vérifier que ces stratégies sont bien mises en place, que ces procédures dégradées ont été formalisées. Il doit s'assurer aussi que les dispositifs de sauvegarde et de restauration des données sont robustes. C'est là, la résilience, c'est vraiment quand même le sujet où le bât blesse. Au cours des dernières années, on a mis en place vraiment des dispositifs de prévention, de protection assez efficaces et on investit massivement dans la sécurité. Je pense que les dispositifs de réponse sont assez émergents. Et puis enfin, l'audit va pouvoir vérifier en effet que les dispositifs sont effectivement en place. Juste si on nous laisse un tout petit peu de répit, une excellente question. Est-ce qu'on a une idée des coefficients de corrélation entre le risque cyber et les autres risques? Alors, les coefficients de corrélation, c'est un exercice extrêmement tiré par les cheveux en matière de risque opérationnel en particulier, parce que comme on n'a pas de statistiques, c'est quand même extrêmement compliqué de définir quelle serait la corrélation entre plusieurs événements. C'est la raison pour laquelle on donne des éléments, on donne des éléments de corrélation, mais on est sur des corrélations. Alors, le plus élevé, c'est 1, bien sûr. Après, c'est 3 niveaux ou 4 niveaux de corrélation. 1, 0,75, 0,5, 0,25. Vous voyez à quel niveau de précision on en est. Si on veut vraiment avoir une vérité des prix, si on voulait vraiment avoir un modèle d'interne qui soit sur une vérité d'esprit, il ne faudrait pas fonctionner sur des matrices de corrélation, mais sur des modèles bayésiens avec une représentation des dépendances entre les différents composants des risques. Ce n'est pas forcément ce qui est fait. Donc, c'est très difficile vraiment de définir des corrélations qui soient autre chose que des conventions intellectuelles justifiées par des raisonnements relativement contestables. Mais l'exercice de la recherche est intéressant en soi quand même, puisque oui. C'est en fait, j'allais dire presque plus que la quantification, c'est vraiment le processus d'analyse en continu qui est tout à fait structurant et qui doit devenir une hygiène des entreprises et tout particulièrement des sociétés d'assurance qui sont des acteurs clés et qui doivent montrer l'exemple. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre participation à cet atelier. Nous vous remercions de votre participation. Toutes les trois, nous sommes très heureuses d'avoir essayé de vous passer notre conviction et à très bientôt. Au revoir. Merci.